Paola, qui est qui était une collègue à Dublin pour plusieurs années à Dublin City University. Elle est ici pour quelques mois. On travaille sur un projet ensemble et donc on a décidé de profiter de sa présence pour lui demander de venir à une petite conférence CIRAM qui n'est pas vraiment une conférence de recherche en soi. Si vous avez des questions sur ces recherches, on va dire académiques, vous pouvez poser des questions après qu'elle a terminé. L'idée, c'était plutôt de concentrer quelque chose qui a à voir avec la méthodologie de la recherche, et surtout comment faire de la recherche dans des conditions structurelles qui ne sont pas faciles, comme dans les cas, par exemple, de vous mener de la recherche de terrain en tant qu'étrangère dans un pays autoritaire comme l'Iran. Ce que Paola va présenter est d'une certaine manière la contribution qu'elle a fait pour un livre que je suis en train de diriger sur méthodologie et éthique de la recherche au Moyen-Orient. Et donc l'idée c'est pour Paola de présenter un peu comment elle opère sur le terrain, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et après, comme je dis, si vous avez des questions plus spécifiques sur sa recherche académique et sur ses publications, ben bien sûr, je pense qu'elle sera contente de vous répondre. Je vous laisse écouter la conférence. Merci Paola d'avoir accepté. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci au CIRAM pour m'avoir invité. Donc, je m'appelle Paola Olivetti et avant de commencer, je dois remercier Francesco et Frédéric en particulier parce qu'ils m'ont aidé franchement avec le français des slides, aussi le français du WhatsApp. Si c'est moi qui l'ai aidé, les gars. Bon, au moins le sac sur le site, c'est vraiment parfait, donc merci beaucoup. Donc, comme Francesco il l'a dit, cette présentation, c'est pas parti complètement d'un paper que je suis en train d'écrire ou un truc que je suis en train d'écrire. Ça fait partie d'un chapitre que j'ai pris pour un livre que Francesco est en train de co-diriger. Mais c'est plutôt ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est plutôt de vous présenter et d'avoir une conversation autour du sujet de comment on peut faire de la recherche dans des pays qu'on peut définir dans de différentes manières. Par exemple, il y a quelqu'un qui utilise le mot dangereux. Moi, je n'aime pas trop ces mots. Mais bon, disons des endroits difficiles, c'est-à-dire des endroits où on peut dire que les institutions et plusieurs agents de l'État n'aiment pas que vous êtes là. N'aiment pas que vous êtes là, n'aiment pas que vous faisiez de la recherche là-bas, n'aiment pas que vous posez des questions aux gens qui se trouvent sur le terrain. Donc ça, c'est mon bout aujourd'hui. Je vais partir disons des difficultés très pratiques que j'ai rencontrées pendant mon expérience de faire de la recherche en Iran. La première fois que je suis partie pour l'Iran pour faire de la recherche, c'était 11 ans, il y a 11 ans, donc ça fait un petit, disons, un peu de temps que je fais des aventures avec l'Iran. Après le 2009, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2009, on a eu un grand mouvement de proteste en Iran pour protester contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad comme président de la République. Donc il y avait une grande partie de la population, on ne sait pas si la majorité, la minorité, mais tout à fait, ce n'est pas très important, qui était convaincue que cette élection était manipulée. Donc ils ont commencé à protester. Les protestations se sont développées pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Donc après 2009, cette grande crise, ils ne m'ont plus donné le visa. Il faut dire que je fais une recherche, c'était pas seulement pour ça, mais je fais une recherche qu'on peut considérer un peu dangereuse, c'est-à-dire que moi je m'occupe, disons, de mouvements sociaux en Iran, donc de mouvements d'opposition en Iran, donc c'est plutôt évident qu'ils ne m'aiment pas beaucoup, mais quand même c'était plutôt un comportement, la décision de ne pas donner des visas aux chercheurs étrangers, c'est quelque chose qui a touché pas seulement quelqu'un comme moi, qui fait des recherches comme moi je l'ai fait, mais un peu tout le monde. Okay? Donc on a eu cette fermeture entre le 2009 et le 2014. Donc le 2014, ils m'ont redonné le visa, après plusieurs fois que je postulais pour un visa. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en contact avec Jason Rezaian, que peut-être vous avez déjà entendu son nom, c'est le
le journaliste du Washington Post qui était à Téhéran et que 3 jours avant mon départ pour Téhéran a été emprisonné. Okay? Donc il a été emprisonné pendant 2 ans. Et le fait, c'est que j'avais pris sa maison comme il était avec sa femme en vacances, donc il m'a dit, mais viens là, c'est pas un problème, la maison est vide, tu peux rester là. Donc 3 jours avant mon départ, je découvre, j'étais en vacances, je rentre de mes vacances, juste pour préparer mes choses et partir. Et je regarde, je ne vais pas regarder trop les nouvelles en vacances, comme j'étais en vacances, je regarde les nouvelles et je découvre ça. Donc je ne suis plus partie. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, c'est-à-dire 2011, ils m'ont redonné autrefois le visa, donc je suis allée, c'est tout bien passé, et cet été je l'ai passé en Iran. Ça c'est pour vous dire 2 choses. La première chose, c'est que cette histoire de visas qui sont donnés, qui ne sont pas donnés, qui sont rejetés, réfutés, comme ça, c'est un peu une histoire que tout le monde qui fait recherche, au moins dans le cas de l'Iran, partage. C'est une histoire qu'on connaît très bien, mais aussi cette histoire nous dit que c'est vraiment arbitraire. Okay? On ne sait jamais quand on va vraiment recevoir un visa ou quand on va être refusé le visa. Avant de commencer, je dois faire un disclaimer. Je ne sais pas comment ça se dit en français, excusez-moi, mais disons un avant-propos peut-être. C'est vrai que cet épisode de contrôle et d'obstacles qu'on rencontre dans le processus de production des connaissances, c'est vrai qu'on les rencontre surtout dans ces pays où il y a une forte hostilité contre les chercheurs étrangers en particulier. On verra ça, parce que bien sûr, moi je suis une femme, je suis pas iranienne, je suis totalement 100% italienne, donc je suis pas double nationality, okay? Donc je suis complètement étrangère, je viens de l'Occident, je suis blanche, donc j'ai bien sûr cette sorte de positionnalité et je suis aperçue dans une certaine manière. Okay? Donc, ça c'est différent, par exemple, d'un chercheur, un homme peut-être irano-américain qui va partir en Iran, qui va faire de la recherche et qui parle très bien farsi et tout ça. Donc, bien sûr, moi je suis aperçue dans une certaine, très spécifique manière. Mais bon, tous ces obstacles qu'on rencontre, qui sont des obstacles qui sont, comme j'ai dit, spécifiques à les personnes que nous on est, on ne les rencontre pas seulement dans les pays comme l'Iran. Donc ce que vous voyez ici, c'est une page d'un journal, tout à fait c'est le journal de la ville où j'ai grandi, Turin en Italie. Donc le tribunal de Turin cet été a condamné à la réclusion une étudiante de maîtrise et une étudiante de doctorat, donc un peu comme la situation que beaucoup d'entre vous se trouvent, parce qu'ils avaient fait une recherche, en effet c'est une ethnographie, dans un mouvement d'opposition à la construction d'un chemin de fer qu'ils veulent construire à haute vitesse, qu'ils veulent construire entre l'Italie et la France. En effet, ce n'est pas très différent de ce qui est en train de se passer au Dakota du Nord. Okay? C'est un peu la même chose. Donc, ils ont été condamnés à plusieurs années de réclusion parce que ce que le juge a dit, c'est qu'il y avait un concours moral avec et une participation à des actions que, selon le gouvernement italien, sont des actions terroristes. Okay? Donc, ce sont des actions qui sont classifiées, qui sont jugées aussi, qui ont été jugées par 7 juges avec la loi antiterroriste. Donc, l'étudiante de doctorat n'a pas été condamnée, mais la doctorante de maîtrise a été condamnée. Et la différence, c'est que l'étudiante de maîtrise avait utilisé le pronom nous, en italien, ça serait comme on en français, donc on est parti, on a fait ça et fait ça. Donc ça, c'était la preuve qu'elle avait moralement participé à ces actes de terrorisme. Okay? Donc le processus de production de connaissances de sciences, c'est quelque chose qui est très sécurisé, pas seulement dans les endroits autoritaires, mais
plus en plus dans le monde. Okay? Donc on peut penser aussi à tous les cas qu'on connaît qui viennent de l'Amérique du Nord, des États-Unis, surtout sur le sujet de toutes les matières qui ont quelque chose à voir avec le conflit israélo-palestinien. Okay? Le cas de Steven Salaïta, par exemple, est plutôt clair. Bon, on retourne en Iran. Donc la première chose que vous devez faire si vous voulez aller faire de la recherche en Iran, c'est de postuler pour un visa. Okay? Donc ça, c'est mon magnifique visa, le dernier que j'ai pris. Le processus de postuler pour un visa peut-être ça paraît une chose tout simplement tout simplement bureaucratique, tout simplement administratif. En plus, c'est très bureaucratique, il prend beaucoup de temps. Okay? Mais en effet, si on regarde ce processus, la demande de visa, un peu comme des étudiants de sciences sociales, en effet, c'est super intéressant parce que c'est la première étape, c'est le premier pas qu'on fait dans une dynamique, dans un processus de contrôle. En effet, c'est super intéressant parce que ce n'est pas un contrôle qui est tout simplement imposé sur vous, mais on peut voir pendant ce processus comment ce contrôle est diffusé. Alors, c'est la première étape dans un processus de contrôle. Donc, quand vous allez en Iran, pas seulement, vous savez, la première fois, ça va pas passer, mais quand vous y allez très souvent, disons, ou vous intentez d'y aller très souvent, ce qui se passe, c'est que l'ambassade vous appelle pour faire une conversation informelle. Okay? Donc, ce qui se passe, c'est que vous trouverez vous-même et l'ambassadeur, dans ce cas l'ambassadeur iranien, dans l'ambassade de référence pour moi, c'est-à-dire l'ambassade à Dublin. Donc, vous êtes dans une très belle salle, à boire un verre de thé, et il vous pose des questions, toutes sortes de questions, mais il ne vous pose jamais la question principale, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire en Iran, pourquoi vous voulez aller en Iran. Donc ils m'ont demandé qu'est-ce que tu sais, c'est quoi ton opinion de ce qui se passe en Moyen-Orient, c'est quoi ton opinion de l'Irlande. Et je pensais que la question prochaine serait ta maman ça va ou la famille ça va. C'est vraiment très informel. Mais la chose très intéressante, c'est qu'ils ne sont pas du tout intéressés à la vérité. Ils ne sont pas du tout intéressés à ce que tu vas faire en Iran. C'est bien sûr parce qu'ils le savent déjà. En plus, moi je cherche d'avoir disons, une bonne relation avec l'ambassade iranienne. Donc, j'invite l'ambassadeur à donner des conférences à mes étudiants. C'est dans mon intérêt, quoi. Je veux qu'ils me donnent ça. Donc, j'ai une bonne relation. Donc, ils savent ce que je fais, ils me connaissent. Okay? Donc, en effet, la première remarque qu'on peut faire en voyant comment le processus de postulation pour la demande de visa se déroule, c'est que la vérité, ce n'est pas réellement centrale, ce n'est pas réellement importante, et ça nous donne un espace de négociation qui est vraiment très important. L'autre chose, je disais avant que ce contrôle, ce n'est pas tout simplement imposé, ce n'est pas one direction, monodirectionnel, ce n'est pas imposé sur vous, mais c'est un contrôle tout à fait diffusé. Quand on était avec l'ambassadeur à faire ces informal chats sur je sais pas, ma famille, mon père, ma mère et tout ça, il y avait quelqu'un, c'est-à-dire le premier secrétaire de l'ambassadeur, qui prenait des notes. Donc, il prenait des notes, il transcrivait mes réponses, pas. Mais il prenait des notes aussi sur ce que l'ambassadeur disait. Okay? Donc, c'est un processus, vous comprenez tout de suite que c'est un processus de contrôle, c'est diffusé, quoi. Ça s'exerce sur plusieurs niveaux, okay? Il y a des différents niveaux. Donc, il faut aussi chercher de ne pas mettre l'ambassadeur ou dire quelque chose qui peut gêner l'ambassadeur, parce que tout à fait, dans cette précise situation, l'ambassadeur, c'est votre allié. Okay? Donc, vous voulez bien sûr que ça se déroule bien. Donc, espace de négociation et, disons, il faut chercher de construire des alliances qui ne sont pas évidentes, mais à la fin, ils vont être très importantes.
Il y a aussi des implications éthiques sur le type de visa que vous allez demander. Moi, par exemple, les dernières 2 ou 3 fois, j'ai demandé un visa de tourisme. Je n'ai jamais postulé pour un visa de recherche parce que c'est presque impossible de l'obtenir. Okay? C'est très difficile, c'est quelque chose que je ne sais pas s'ils ont jamais donné des visas de recherche vraiment. Pour ceux que je sais, ils n'en ont jamais donné. Mais il y a des implications éthiques. Okay? Si vous partez pour l'Iran avec un visa de recherche, un visa de tourisme, vous faites de la recherche, ça donne un instrument, disons une excuse très très bonne aux autorités de venir près de vous, de vous dire, bon, vous êtes vraiment un espion parce que vous aviez dit que vous venez ici pour faire du tourisme, mais en effet, vous faites autre chose. Et ça, c'est seulement, et c'est très important parce que ça, c'est seulement un danger, c'est seulement pas un danger pour vous-même, mais c'est aussi un danger, bien sûr, pour les gens avec qui vous travaillez sur le terrain. Okay? C'est eux, en effet, qui sont surtout en danger. C'est eux qui prennent les plus grands risques de parler avec vous. Parce que vous êtes des espions, ok, ça va quand même, dans 2 mois, moi je dis bye-bye et je prends mon avion et je retourne en Europe, mais eux, ils restent là. Et la meilleure excuse, si vous voulez, pour mettre des gens en danger en Iran, c'est de dire vous étiez en contact avec des espions étrangers. Okay? Donc c'est eux qui prennent le risque, qui courent le risque le plus grand. Surtout si vous faites des recherches comme moi je l'ai fait. Okay? Donc avec des sujets qui sont des sujets vulnérables, parce que les activistes sont des sujets vulnérables. Ils ne sont pas vulnérables parce qu'ils ont des conditions, par exemple, je ne sais pas, ils sont des enfants, ils choisissent de certaine façon leur propre vulnérabilité, mais ils sont des sujets vulnérables. Okay? Donc, il y a des implications éthiques, bien sûr, là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'être très, très transparent, très, très détaillé. Quand vous rencontrez des gens sur le terrain pour faire de la recherche, il faut leur donner toute information. Comme ça, ils peuvent prendre une décision informée sur est-ce que je vais parler avec cette rechercheur ou c'est trop dangereux. Donc, ce que je fais aussi, c'est de dire aux gens que je peux rencontrer que je suis en train d'arriver en Iran. Okay? Mais il y a aussi une question de sécurité là. C'est-à-dire que c'est une bonne pratique, je crois, de prévenir les gens que vous voulez rencontrer sur le terrain en leur disant que bon, je suis en train d'arriver, est-ce que tu as du temps pour me voir, machin. Mais il faut aussi se demander si vous mettez ces gens-là en danger, si vous les contactez avant. Des fois, par exemple, en 2016, cet été, je suis partie. Vous savez très bien qu'il y avait Omar Oudfar, la professeure de Concordia, qui était arrêtée, elle était en prison. Donc c'était une situation très... Moi j'étais très, très nerveuse, quoi. J'avais peur. En plus, avec j'ai jamais eu des grands problèmes en Iran, mais ils savent ce que je fais. J'ai eu des signaux depuis le régime qu'ils savaient que j'étais là, qu'ils ne voulaient pas que j'étais là. Bla. Donc j'étais très nerveuse. Donc ce que j'ai fait, ça a été de dire à mes amis, donc pas des gens, disons pas des activistes ou les gens avec qui je travaille, que j'étais en train de partir, j'étais en train d'arriver. Donc on a fait un agenda pour aller manger dans tous les restaurants et on a fait des plans pour disons pas de travail. Et une fois que j'étais sur le terrain, j'ai quand même essayé de comprendre un peu plus qu'est-ce que c'était en train de se passer. C'était OK de contacter, est-ce que je devais attendre un peu de temps et tout ça. Donc, c'est mieux des fois, si vous avez peur de mettre en danger des gens, de ne pas les contacter tout de suite, mais d'attendre et voir comment ça va dérouler et après le faire. Une autre chose que je fais tous les fois, et je pense que ça c'est très, pour moi au moins c'est très utile, c'est de travailler avec quelqu'un sur le terrain. Donc je cherche toujours quelqu'un avec qui travailler, et ça dans les années c'est relevé une chose très enrichissante pour moi,
qui a beaucoup importé à ma recherche. Ça ne m'a jamais passé de tomber sur des gens vraiment qui n'ont pas été très utiles, mais ça m'a passé de tomber sur des gens qui étaient des individus exceptionnels, donc qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont vraiment, disons, ouvert des nouvelles perspectives et tout ça. Donc, comment faire pour les trouver? C'est un peu difficile, je trouve, mais c'est possible quand même. Donc, il faut penser, ce que je fais, c'est de penser très fortement à le type de gens avec qui je voudrais travailler, et après de demander à des gens que je connais et j'ai confiance, je fais confiance, d'individuer des gens qui ont ce profil. Okay? Et après les contacter et bon, leur proposer de travailler avec moi. Donc il faut, comme je disais avant, il faut mettre tout le monde dans la condition de prendre une décision informée s'ils veulent travailler ou parler avec moi ou pas. Okay? Donc il faut être très explicite sur votre projet de recherche, sur le sujet, les risques qui sont bien sûr inclus. Il faut aussi lui dire, ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire, je n'avais pas pensé, mais en effet, j'ai commencé à le faire, pas tout de suite, mais après quelques temps, c'est de leur dire si vous avez un visa, par exemple, touristique ou de recherche, parce que bien sûr, ça c'est différent en termes de risques qu'ils prennent en parlant avec vous. Le travail des gens avec qui vous travaillez doit être payé, quand même doit être reconnu. Ça, c'est très important. Je sais très bien que des étudiants de maîtrise et de doctorat probablement n'ont pas de fonds pour payer les gens, mais quand même, il faut le reconnaître. Ou quand même, vous savez, il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de moyens, disons, de différentes façons pour payer les gens. Par exemple, c'est pas seulement, vous savez, reconnaître et donner quelque chose à ceux qui vous ont donné quelque chose. Ça n'inclut pas seulement l'argent. Okay? Ça peut inclure, par exemple, aider avec, je ne sais pas, si quelqu'un veut faire un doctorat ou une maîtrise au Canada, vous pouvez l'aider en réalisant le projet de recherche pour la langue, ou le mettre en contact avec quelqu'un qui peut être intéressant pour eux. Le point, c'est qu'ils ne sont pas des informateurs, okay? Ils ne sont pas des native informants, ils ne sont pas là pour vous aider à écrire votre maîtrise, votre mémoire de maîtrise, votre recherche de doctorat. Donc, la dernière chose importante, je trouve, avant de partir, et ça c'est quelque chose que je fais avant de partir parce que je déteste les hôtels, donc je pense au logement avant de partir. Okay? Et je ne vais pas dans l'hôtel aussi pour une autre raison, c'est-à-dire que, comme je disais, quand on arrive sur le terrain, on porte avec nous pas seulement notre personnalité, pas seulement notre enthousiasme, mais aussi des codes qui sont des codes sociaux, qui sont des codes économiques, okay? Qui sont des codes de provenance géographique. Okay? Donc, si vous faites une recherche sur, je ne sais pas, la nouvelle classe d'entrepreneurs qui travaillent entre l'Inde, en économie de la connaissance, économie de l'innovation, qui travaillent entre l'Inde et Los Angeles, en Silicon Valley. Donc, ça va que vous êtes dans un hôtel parce que probablement c'est l'endroit où eux-mêmes iraient s'ils devaient, je ne sais pas, aller, quand ils voyagent, ils vont aussi dans des hôtels. Mais si vous travaillez avec les activistes, c'est un peu quand même, comment je peux dire, ça va renforcer tous les codes géographiques, sociaux, géopolitique aussi, d'imagination géopolitique que vous portez avec vous dans le terrain. Okay? Donc, si je suis une femme très éduquée, parce que je suis prof à l'université, blanche, européenne, super privilégiée, parce que je suis privilégiée par rapport à, par rapport à, par exemple, à beaucoup d'Iraniens, je ne veux pas aller dans un hôtel parce que ça va renforcer, okay, cette image que j'ai.
Donc c'est pour ça que je pense avant de partir à où je vais habiter. Donc j'ai seulement une fois accepté une invitation de Jason Rezaian, ça n'a pas bien passé, donc je le fais plus. Donc ce que je fais, c'est de... bon, il y a deux choix, c'est au moins les options que j'ai toujours considérées. La première option, c'est de prendre un appartement, donc ça veut dire vivre seul, okay, dans un endroit, vivre seul dans un appartement. Ou, et ça c'est l'option que je préfère, c'est de prendre une pièce dans les centres de recherche étrangères. Donc en Iran, vous avez par exemple l'Institut français de recherche en Iran ou l'Institut britannique de recherche en Iran. Et ça c'est l'option que je préfère. Parce que je ne suis pas seule, et ça c'est très important. Parce que si vous allez manquer pendant, disons, 4 jours, quelqu'un va le remarquer, et donc quelqu'un va se demander, elle est finie où, pourquoi elle rentre pas, elle rentre plus, elle a plus rentré. Et quand même, il y a aussi une question de networking. Okay? Il y a aussi une question que vous êtes dans un endroit où il y a des autres chercheurs comme vous, donc c'est possible de partager des informations. C'est plus facile, ça va vous aider sur le terrain. Je le préfère aussi parce que être contrôlé, bien sûr, tous les centres de recherche étrangers sont contrôlés, okay? Donc ils savent qu'est-ce que tu fais, tu vas où, jeudi à 7 h tu es sorti avec cette personne et tu as... Enfin, ils savent quoi, okay? Donc des fois, être contrôlé, c'est mieux d'être soupçonné. Le fait de vivre seul, je crois, et j'ai eu l'expérience de vivre seul en Iran dans un appartement. Je crois, à la fin, c'est plus suspicious, okay? C'est plus bizarre, ça fait bizarre. Quoi. Donc, moi, je préfère être contrôlée. J'ai rien à cacher, donc vous savez, si je sors, si je fais, au moins ils le savent. Mais quand même, il faut éviter, je trouve, les institutions trop contrôlées, trop policed, okay? Trop contrôlées. Par exemple, je suis jamais allée, et aussi pour une question maintenant pour une question d'âge, mais quand j'ai commencé à faire la recherche en Iran, c'était un choix. Je n'ai jamais allé dans les dormitoires d'étudiantes. Okay? Je ne suis jamais allée parce que ce sont des environnements vraiment très, très, très contrôlés, trop contrôlés. Donc, il faut trouver quand même une sorte disons average, de moyenne, et je pense que les institutions de recherche étrangères sont une bonne moyenne. Donc, bienvenue en Iran. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez en Iran? Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez en Iran? C'est que moi, je trouve bon, la première chose, comme je l'ai déjà dit, mais la première chose, et je trouve que c'est la chose la plus importante vraiment, c'est de ne pas vous tirer dans le travail de terrain tout de suite. Quand même, c'est bien de passer quelques jours, pas trop, mais quelques jours à chercher de comprendre c'est quoi la situation, disons les conditions structurales. Okay? Je vous fais des exemples. Donc, par exemple, je suis allée en Iran toutes les années entre le 2005 et le 2008, et quand même entre le 2008 et 2009, où ils m'ont plus donné le visa, et le 2015-16, quand je peux continuer à retourner en Iran, j'ai travaillé avec les activistes iraniens au dehors de l'Iran. Donc beaucoup de monde, après cette crise politique qui s'est passée en Iran, est parti. Donc beaucoup de monde est allé en Turquie. Donc mon terrain de recherche avait devenu la partie est de la Turquie, en particulier la région de Van, qui est une région proche du confine border, de la frontière, excusez-moi, avec l'Iran. Entre 2005 et 2008
Et après 2016, il y a eu des changements des conditions structurelles dramatiques. Okay. En 2005, c'était vraiment facile, c'est-à-dire que tout le monde voulait parler avec toi. Il n'y avait pas de soucis, personne c'était même dangereux, mais c'était sûrement dangereux. Mais c'était très facile de vous rencontrer, de passer, d'avoir des nouveaux contacts toutes les fois que vous parlez avec quelqu'un. Ça, ce n'était pas le cas, par exemple, en 2007-2008, surtout avec les activistes. En 2016, c'était moi qui est arrivé et je n'ai pas travaillé pendant les premiers 10 jours. Aussi parce que c'était encore Ramadan. Donc, bon, tout c'est un peu plus ça ne bouge pas quand il est Ramadan, bien sûr. Et aussi parce que je ne savais pas c'était quoi les conditions structurelles que je trouvais sur le terrain. Okay? Donc, il faut être prudent, il ne faut pas se tirer tout de suite si vous ne savez pas qu'est-ce que vous attendez là-bas. C'est pas une bonne idée. Par exemple, j'ai rencontré une étudiante de doctorat, c'est une étudiante européenne, elle fait son doctorat en Europe, elle est dans sa 2e année. Elle m'avait contacté, je la connaissais pas, elle m'avait contacté parce qu'elle était en train de partir pour l'Iran, donc elle m'a écrit un email, elle m'a dit est-ce qu'on peut se voir, ça serait bien de parler avec toi, de ce comment faire de la recherche en Iran. Bon. Alors, malheureusement, je ne sais pas où j'étais, quand même, on ne s'est pas rencontrés, mais on s'est rencontrés après son travail de terrain. Donc en 2016, on s'est vu à Londres. On s'est rencontrés à Londres. Alors, elle me raconte, elle a passé 3 semaines en Iran, elle me dit c'était génial, c'était magnifique, je suis tombée amoureuse de l'Iran, les Iraniens sont magnifiques. Et elle a passé 3 semaines, elle a collectionné presque 100 entretiens, c'est énorme. Donc j'étais très curieuse, donc je lui demandais, mais c'est qui t'a rencontré, cet entretien, c'est vraiment énorme. Donc elle me dit que c'était très facile, tout le monde voulait parler avec elle. Et à la fin, elle me dit que quand même, elle a été retenue par la police 2 fois, et en plus, pendant 2 jours. Donc elle a passé 2 nuits dans des stationnements de police, okay, pour des interrogations. Et la 2e fois, ils l'ont même battue. Okay. Donc ça, c'était avant de mon départ pour l'Iran, donc ça m'a jeté dans la peur la plus totale. Parce que c'est vraiment, malheureusement, ça c'est quelque chose qui passe aux chercheurs iraniens, mais c'est vraiment rare que ça va passer à des chercheurs qui ne sont pas iraniens. Okay, donc elle était italienne, elle était européenne, excusez-moi, elle n'est pas iranienne. Et donc ça m'a vraiment, ça m'a fait, j'avais très peur à ces moments-là. Mais en pensant, vous savez, en réfléchissant sur ça, je pense que qu'elle a vraiment, probablement, la chose qu'elle n'aurait pas dû faire, c'est de se tirer comme ça, tu sais, tout de suite dans le travail et rencontrer tous ces gens sans sélectionner les contacts, sans être très prudente et sans choisir avec prudence les contacts. Okay? Ça, c'est vraiment clé, parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer finalement. Par exemple, elle m'avait raconté qu'elle avait même un entretien avec un journaliste qui était un espion, qui travaillait pour un journal réformiste, donc disons de ceux qui ont quand même été favorables, disons, à ceux qui protestaient en 2009 et 2008, qu'il avait dénoncé des collègues comme des fomentateurs de cette révolte. Et ça, pour moi, c'est une ligne rouge. Si je rencontre quelqu'un qui me dit « je fais ça, je fais l'espion contre mes collègues », c'est bon, je ne veux pas parler avec toi, I run away, j'échappe, ok? Donc, mais ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre avec l'expérience, ok? Donc, il faut être très prudent, il ne faut pas attirer trop d'attention, ok? Vous allez attirer l'attention, mais il ne faut pas en attirer trop.
Et l'autre chose importante, c'est de comprendre ce sont qui les espions. Okay? Il y a toujours cette chose d'éviter les espions, il ne faut pas parler avec les espions, il faut se soucier des espions et tout ça. Mais cette catégorie d'espions, en effet, c'est très ambigu parce que, bien sûr, on a les espions par profession, disons, donc ceux qui travaillent pour les services de renseignement, et ça c'est leur travail d'infiltrer. Mais on a aussi beaucoup de gens qui tout simplement passent des informations. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne font pas parce qu'ils sont méchants, ils ne font pas parce que... Et peut-être ils le font parce qu'ils ont une certaine, disons, sentiment nationaliste. Et donc ils se soucient de quoi une chercheur étrangère fait dans leur pays, quelle sorte d'informations elle veut prendre et remporter avec elle dans l'Occident. Okay? Donc il n'y a pas une ligne rouge, il n'y a pas vous savez, un groupe défini qu'on peut individuer et dire ok ça va, donc on ne va pas avec eux. C'est beaucoup plus ambigu. Donc il faut ça veut dire qu'il faut être encore plus prudente. Okay? Donc il faut vraiment avoir beaucoup de prudence. C'est une question de protéger vous-même, mais aussi de protéger vos contacts. Okay? Comme je disais avant, je ne vais pas faire ces deux exemples, on peut parler après de ça, mais c'est surtout les gens avec qui vous travaillez sur le terrain qui courent, qui prennent des risques à parler avec vous. Donc, je voudrais conclure avec encore deux choses. La première chose, c'est sur les entretiens, donc mon expérience avec les entretiens et l'autre expérience avec chercher, intenter de travailler dans les archives, parce que malheureusement c'est très difficile. Alors, moi je fais deux sortes d'entretiens. J'ai fait des entretiens avec, disons, des membres de l'élite, donc des politiciens. J'ai fait surtout des entretiens avec des activistes, donc des gens... Bien sûr, cette catégorie d'activistes, elle est aussi très ambiguë, mais bon, avec des gens qui d'une façon ou l'autre, pendant longtemps dans leur vie ou pour un temps très limité dans leur vie, ont fait de l'activité politique. Okay? Quand je dis activité politique, ça veut dire, je pense à beaucoup de choses. Okay? Donc j'ai une définition, disons, plutôt large. Comme ça, je peux travailler, disons, mon pool, disons, le groupe de gens avec qui je peux travailler, c'est plutôt externe, c'est plutôt grand. Donc, faites des entretiens, je parlais avant des conditions structurales, okay? Donc il y a des fois que vous arrivez en Iran et tout le monde veut parler avec vous, il y a des fois où vous arrivez en Iran et il n'y a personne, et tout le monde a peur de parler avec vous. Okay? Quand même, il y a, disons, des espaces de négociation qu'on peut utiliser comme point d'avantage, okay, qui sont un avantage pour nous. Par exemple, j'ai trouvé que dans le cas spécifique de l'Iran, la marginalisation internationale, malheureusement pour eux, mais heureusement pour moi, c'était quelque chose que je pouvais utiliser à mon avantage. Je me rappelle en 2008-2009, en particulier 2008, les politiciens étaient tellement désespérés qu'ils même pensaient à moi et ils pensaient à moi comme quelqu'un qui pouvait quand même qui pouvait les aider à sortir de cette marginalisation. C'est-à-dire qu'en 2008, je peux rencontrer vraiment disons des politiciens très très importants, un ex-président de la République, deux ex-vice-présidents, et c'était très facile, ils m'ont donné beaucoup de temps, ce n'était pas des entretiens super intéressants avec le ex-président de la République, c'était pas très intéressant, mais quand même il m'a rencontré, en plus c'était Ramadan, je me rappelle, donc il était très fatigué, il faisait super chaud, et il a trouvé temps pour me rencontrer. Même, ça veut dire que même moi, c'est-à-dire ailleurs, j'étais une étudiante de doctorat italienne qui faisait un doctorat en Italie, donc je n'étais pas à Oxford, Stanford University, je ne sais pas quoi, donc j'étais vraiment nulle. Enfin, j'étais personne. J'étais personne. Mais même moi, il pensait qu'il pouvait m'utiliser pour sortir de cette marginalisation. Donc,
tout à fait, pour eux, c'était une situation évidemment affreuse, mais pour moi, c'était quelque chose que je peux utiliser pour mon avantage. Okay? Donc ça, c'est très important. Donc les factions marginalisées qui m'ont utilisé pour ça. Avec les activistes aussi, bien sûr, il y a une marginalisation, bien sûr, pour les activistes aussi. C'est de différents types, mais c'est assez évident. Donc, j'ai trouvé que, par exemple, vous savez, la possibilité d'avoir des contacts avec des groupes politiques à l'étranger, c'était très intéressant pour les activistes et ça facilitait mes contacts avec eux. Encore sur les activistes, je trouve que j'utilisais soit le moyen des entretiens et soit ce qu'on peut nommer observation participante. Okay? Donc ça a surtout passé, pas beaucoup en Iran, mais ça a surtout passé en Turquie et aussi en Italie parce qu'en 2010-2011, il y avait un gros groupe d'activistes iraniens qui se sont installés dans ma ville, donc c'était parfait. Donc, comme ils étaient à l'étranger, c'était plutôt facile pour eux bon, ils n'habitaient pas avec la famille, ils étaient dans une situation un peu exceptionnelle, donc c'était très facile de quand même arriver à partager avec eux vraiment 24 heures dans la journée. Okay? Donc, vraiment, l'élément, le facteur central, c'est la confiance. La confiance, c'est pas... Ça se construit dans différentes façons. Ça pourrait être aussi, par exemple, que vous connaissez quelqu'un qui connaisse bien. Donc, ça, c'est déjà une très bonne base pour construire cette confiance. Mais ça aussi pourrait être construit parce que vous avez des projets en commun. Parce que, comme j'ai dit avant, vous les aider à faire des choses. Par exemple, surtout avec les demandeurs d'asile, soit en Turquie et soit en Italie, vous savez, surtout en Italie, ils avaient besoin d'un aide, par exemple, quand ils devaient demander leur permis de séjour ou faire tous les trucs pour la santé, vous savez, avoir les services, tous les services sociaux et comme ça. Donc, j'étais très utile. Donc, ça a bien sûr renforcé la centralité. Et bien sûr, après, j'ai aussi aidé des gens avec de l'argent. C'est pas, vous savez, c'est quelque chose que j'ai rien contre. Okay? C'est normal, quoi. Donc il faut give back. Okay? So, ce que je disais avant, il faut retourner l'aide que vous recevez. L'autre chose très importante que je trouve, je l'ai mentionné très brièvement avant, c'est que avoir des échanges avec les activistes, avec les gens avec qui vous travaillez, ça peut être les activistes, peut être des autres gens. Sur votre projet de recherche, c'est très très important. Pas seulement parce que ça fait partie de la construction, vous savez, de la construction de la confiance, mais aussi parce que je trouve que ça, c'est très important pour sortir de ce qu'on peut appeler la méthodologie path dependence. Okay? Donc, vous savez qu'il y a des vérités, bon, c'est pas des vérités, il y a des idées, okay, dans tous les champs de recherche. Okay? Par exemple, pour moi, dans ce que je fais, pourrait être, par exemple, que la jeunesse d'Iran mal supporte ou est très, disons, mal supporte les impositions du régime. Okay? Donc ça c'est vrai, mais c'est tout à fait assez simpliciste. Mais cette idée a devenu une sorte de vérité, okay? Une sorte de mythe institutionnalisé que tout le monde répète au point que c'est pas la peine de le vérifier sur le terrain. Okay? C'est plus la peine de le vérifier sur le terrain parce que c'est comme ça, tout le monde le sait, c'est qui va nier ça. Okay? Donc, ça c'est ce que j'appelle la méthodologie path dependent, okay? Parce que c'est tellement institutionnalisé que c'est vraiment difficile de changer d'avis, donc c'est path dependent. Okay?
Okay? Donc je trouve que avoir des échanges avec, directement avec le sujet, disons, de cette méthodologie Path Dependence, c'est très enrichissant parce que vous aide à reverser quand même ces idées et importer quelque chose de vraiment nouvelle, innovatif dans votre scholarship. Donc la dernière chose que je voudrais vous discuter, c'est l'accès aux archives. Donc les archives, c'est un peu un cauchemar pour tout le monde, en particulier dans un pays comme l'Iran. Donc si vous parlez avec n'importe quelle chercheuse ou chercheur qui ont fait de la recherche en Iran, qui ont intenté d'avoir accès aux archives, tout le monde vous regarde avec les yeux comme ça et vous dit « Ah, c'est un cauchemar, tu ne peux pas aller par là ». Parce que l'accès, c'est très difficile. Ce sont des endroits vraiment très sécurisés. C'est difficile d'avoir accès aux archives et même si on arrive à avoir l'accès, normalement, ils sont très mal organisés. Okay? Donc c'est un peu chaotique, ça ne marche pas très bien, les choses ne sont pas là où ils doivent être, etc. Quand même, c'est possible d'avoir accès avec des pistons ou des contacts très peu gradés. Par exemple, moi j'ai essayé de travailler à ces deux archives-là en 2007 et 2008. En 2008, j'ai eu accès, j'ai pu travailler aux archives parlementaires. C'est le seul archive que j'ai eu accès. Donc, l'Iranian National Library et les archives nationaux. Pour ce qui concerne, ils sont la même institution. Okay? Ils sont différents, mais ils sont la même institution. Donc, j'avais un ami qui avait une fois fait des photos à une copie très ancienne du Coran qui était conservée à la Bibliothèque nationale. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de problème, je connais ce mec qui connaît le mec, blablabla. Donc, j'arrive à rencontrer ces très haut gradés parce qu'il ne me laissait pas rentrer physiquement. Donc, je dis, bon, j'ai besoin de cette connexion. Donc, je fais les connexions, donc j'arrive à connaître ce grand mec. C'était le vice-président de la Bibliothèque nationale et la personne en charge pour les relations internationales de la Bibliothèque nationale. C'était un cauchemar parce qu'ils m'ont invité à dîner avec eux pendant une semaine, donc tous les jours. Et au 4e jour, c'était clair qu'ils ne me donnaient pas. C'était vraiment clair. C'est-à-dire que c'était cette chose, cette sorte de théâtre qu'on devait faire tous les jours. Ils me faisaient des questions. Une semaine, c'est longue, donc ils m'ont posé toutes sortes de questions. On a parlé de Berlusconi, on a parlé de toutes les choses. Et bien sûr, ils m'ont aussi posé beaucoup de questions sur mon projet de recherche. Et là, c'était difficile, parce que je ne voulais pas... C'est la vérité, vous savez, mais dans ce cas, la vérité était importante, malheureusement pas comme l'ambassadeur. Donc, je ne voulais pas répondre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu joué la carte de la rechercheuse, pas stupide, mais un peu qui ne sait pas très bien, qui est un peu confusée sur le projet. En plus, je ne suis pas iranienne, donc le persan, je parle persan, mais le persan, ce n'est pas ma langue maternelle. Donc ça, c'est très bien pour ça, parce que ça vous permet de dire pas les choses, ou de dire les choses, personne ne comprend ce que vous avez dit. Donc ça, c'est l'ambiguïté, la politique de l'ambiguïté, okay? Ambiguity politics. C'est vraiment important, et c'est quelque chose à nouveau qui peut être très utile. Bien sûr, ça c'est utile pour moi, ça ne serait pas utile pour quelqu'un, un chercheur irano-américain qui parle super bien persan. Okay? Ça serait moins crédible, mais pour moi, ça a très bien marché. Donc, j'ai laissé tomber la bibliothèque après une semaine la nourriture, c'était merveilleuse. Donc, j'ai laissé tomber. Et je me suis concentrée sur les archives parlementaires, qui c'était toute autre chose parce que c'était un environnement moins sécurisé.
Et surtout parce que j'ai décidé d'adopter une autre stratégie, c'était de devenir ami des employés. Et ça a très bien passé, ça c'est très bien passé. Donc il y avait deux femmes, j'amenais, vous savez, des petits chocolats, j'amenais toutes ces choses-là. Et je les amenais à des spécifiques, pas tout le monde, parce qu'il faut les amener aux gens, à ceux qui sont petits pour vous, non? Donc pour moi, c'était les deux femmes qui étaient à l'entrée des archives parlementaires. Donc, disons, ils ne travaillaient pas dans des archives, ils travaillaient il y avait une boîte où tu devais laisser ton sac à dos et tout ça, donc ils étaient là. Donc, c'était eux et deux employés, deux hommes qui travaillaient dans les archives. Et ils étaient vraiment exquisites avec moi, ils m'amenaient toutes les choses, vous savez, les copies très anciennes des parliamentary proceedings. Et donc ça s'est bien passé. En effet, les employés ont été bien plus utiles que, vous savez, les grands hommes aux commandes. En 2016, je dis, bon, ça va, je veux vraiment plus essayer avec ça aussi parce que j'avais déjà, bien sûr, pas tout ce que je nécessite, parce que tout ce que je nécessite, ça serait beaucoup, on le sait très bien, mais j'avais assez, donc j'ai décidé de chercher des sources alternatives. Et ça, ça franchement, c'est quelque chose que je me sens de conseiller. Si vous pouvez, c'est quand même mieux de, disons, garder un peu de temps et d'énergie. Un peu de temps et d'énergie et pas, par exemple, ça a été une expérience de passer une semaine avec ces super... C'était intéressant, quoi, mais c'était pas utile, quoi. C'était utile, mais c'est pas utile dans le sens où tu dois écrire ta thèse de doctorat. Donc en 2016, par exemple, j'ai pu trouver ce que j'avais besoin à l'Institut français de recherche en Iran parce qu'ils ont une très bonne bibliothèque. Beaucoup de centres de recherche étrangers ont de très bonnes bibliothèques. Ça, par exemple, c'est le cas de l'Institut français à Téhéran. Et aussi, dans les librairies, il y a cette chaîne de librairies en Iran, il s'appelle Kitab Eshaq, Book City. Et ils ont vraiment grande, ils ont beaucoup de choses. Donc, ça a été très utile. J'ai trouvé beaucoup de choses là-bas. Ok, donc ça fait 45 minutes que je parle, donc je m'arrête. Et bien sûr, il y a beaucoup encore pour discuter. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, oui. Est-ce que je peux poser deux questions? Oui. J'ai deux questions très rapides et très simples. La première, je dis du climat qui règne dans le pays. Il y a la peur, il y a les craintes, les risques, etc. Vous vous sentez parfois aller vers une sorte d'autocensure self-restraint. Il y a des questions que vous ne posez pas, il y a des endroits où vous n'allez pas. Et comment est-ce que ça se reflète, comment ça impacte vos travaux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est un peu votre opinion sur le climat qui règne aujourd'hui après la signature de l'accord sur le nucléaire. Est-ce qu'il y a une véritable volonté politique d'ouvrir le pays, pas seulement sur le plan économique, mais également au niveau de la recherche scientifique? Merci pour les questions, ce sont très, très importants et c'est bien sûr des choses que je peux mentionner, donc merci pour les avoir demandées. Donc la première question, c'est sur l'autocensure. Bien sûr, on s'autocensure beaucoup, pas seulement moi, aussi les gens que je travaille avec dans le terrain, ils s'autocensurent, tout le monde s'autocensure. Il y a des différents degrés quand même. Donc, c'est pour cette raison que je trouve que travailler avec quelqu'un, c'est super important. Je fais un exemple. Donc, par exemple, cet été, j'ai rencontré ce mec, il est très jeune, mais il est vraiment très, très... bon, il est vraiment bien. Excusez-moi, c'était pas explicatif, mais bon, il savait beaucoup de choses, ils étaient au niveau intellectuel vraiment très stimulant à travailler avec lui. Alors, mais il s'est beaucoup autocensuré. Pas beaucoup, mais quand même il s'est autocensuré. Donc j'étais là avec la fille avec qui je travaille en Iran. Et c'était super important d'avoir du temps à
après l'entretien avec elle pour revoir une autre fois ensemble les questions et les réponses pour quand même arriver à comprendre où il y avait l'autocensure qui intervenait. Et donc, c'était quoi? Bien sûr, probablement, disons, la vraie réponse. Bien sûr, il n'y a pas une vérité. C'est-à-dire que je pense que notre travail, ce n'est pas de chercher la vérité. Je soupçonne que la vérité n'existe vraiment. Mais quand même, c'est, disons, de comprendre un peu plus en profondeur, en profondité, les réponses qu'il nous avait données. Je pense que ça, c'est très important. Donc, il y a des différents degrés parce qu'on a des différentes relations avec les gens qu'on rencontre sur le terrain. Mais je pense que c'est très important d'avoir, au moins avec deux personnes, une relation vraiment de confiance. Et donc, pour surpasser, disons, ce problème, entre guillemets, de la self-censorship. L'autre question, c'était sur la volonté d'ouvrir maintenant. Donc, tout le monde, je parle des activistes, surtout des activistes qu'on peut définir, disons, grassroots. Donc, pas ceux, par exemple, qui travaillent, ceux qui font, disons, de l'activisme plus informel que de l'activisme, disons, dans, par exemple, qui sont très proches aux élites politiques, même si les élites politiques, disons, réformistes, okay? Ceux qui sont plus dans l'informalité. Eux, ce qu'ils disent, c'est que les choses, depuis l'accord nucléaire, les choses ont vraiment devenu très pires. Parce qu'en effet, ce qui se passe, c'est que maintenant, avec la situation régionale aussi, bien sûr, ce qui se passe maintenant, c'est que c'est très important de maintenir le pays stable. Et donc, avec cette idée de stabilité, ce qui vient ensemble, fait partie de cette idée de stabilité, c'est de ne pas avoir des possibles crises politiques ou des facteurs qui peut-être peuvent emporter une crise politique. Donc, ce qu'ils disent, et ça c'est surtout vrai pour tous les... Et c'est bien sûr c'est lié à la nécessité de l'Iran d'avoir des investissements de l'étranger, surtout pour ce qui concerne les luttes des travailleurs, donc les luttes qui ont quelque chose à voir avec les droits des travailleurs. La situation est devenue vraiment pire. Donc c'est intéressant ce décalage qu'il y a entre cette image qu'on a d'un pays qui produit des films super beaux, qui prennent des prises internationales et tout ça, et la réalité des choses. Pas pour tout le monde, hein, parce que bien sûr, c'est pas que les activistes sont un cours spécifique, c'est pas tout le monde, mais ce qu'ils disent, au niveau politique, c'est ça. Je trouve ce que vous faites complètement extraordinaire. Je suis admiratif. Merci. J'ai 3 questions. La première est très courte. Cet ancien président que vous avez rencontré, vous pouvez nous dire son nom? Oui, c'était Khatami. Okay. La première chose qu'il m'a donné, quel âge avez-vous? C'est un peu stupide. Quel âge avez-vous? Et ailleurs, je pense que j'avais 28 ans. Vous êtes marié? C'est pas marié? Ah, mon fils vit en Italie, si vous voulez. Ça serait magnifique pour ma recherche. Et j'ai deux questions un peu plus compliquées, notamment pour avoir accès aux archives, des choses comme ça. Est-ce que vous avez pensé à avoir 2 sujets de recherche? Un sujet de recherche ancien, assez inoffensif politiquement, je ne sais pas, le premier Majlis, après la révolution constitutionnaliste ou quelque chose comme ça. Et vous seriez pour l'Iran ce que Simon Less a été pour la Chine, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une recherche très ancienne, apparemment inoffensive politiquement, et qui en fait une autre sur l'actualité politique. Ma deuxième question, c'est pour étudier des groupes politiques, est-ce qu'il faut étudier aussi leurs ennemis, poser des questions, soit parmi les autorités, soit parmi les autres groupes, ces groupes d'activistes, est-ce qu'ils sont divisés entre eux?
Et est-ce que ça pose un problème de travailler sur un groupe et d'avoir un autre groupe qui est hostile, etc. Oui, merci pour la question, c'est très intéressant. Donc, pour ce qui concerne la première, j'ai un peu essayé de faire ça. Je me rappelle quand j'étais la semaine que je passais recluse à la bibliothèque. Mais c'était trop difficile parce qu'ils voulaient, ils m'ont dit, dis-nous de ce que, c'était pas, ok, ça va, tu dois chercher, je sais pas, le premier Majlis, machin, go ahead, c'est à toi, bien, sois la bienvenue. C'était, ok, écris-nous de quoi tu as besoin spécifiquement, on va prendre les documents, on va les te donner. Donc, je trouvais que c'était pas possible. Et l'autre expérience positive aux archives parlementaires, c'était qu'ils m'ont donné, c'était plutôt, ok, ça va, sois la bienvenue, ça c'est l'archive, tu peux prendre ce que tu as besoin. Donc, je n'avais pas la pression de dire de quoi spécifiquement j'avais besoin, de quelqu'un qui voulait voir c'est quoi que je regarde. Donc, j'essayais, ça n'a pas marché. Je suis en train de penser si je connais quelqu'un qui a utilisé cette stratégie, mais ça me vient rien maintenant disons, je me souviens pas. Mais en effet, c'est une stratégie que peut être utilisée, quoi. Moi, je pense que, vous savez, c'est aussi la malchance, parce que j'ai probablement dans cette semaine, je suis tombée sur les gens, disons, mauvais, c'est-à-dire que si j'aurais eu plus de chance, peut-être j'aurais rencontré des gens qui m'ont après 4 jours, me disaient, ok, ça va, tu fais ta recherche, là c'est la bibliothèque, vas-y, les archives, vas-y, et prends ce que tu as besoin. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et des fois, c'est vraiment dommage parce que je peux intenter, bien sûr, je peux intenter une deuxième fois, tu ne vas pas intenter une deuxième fois encore. Donc c'est la chance, je crois, a un rôle très important dans la recherche de terrain. La deuxième question, c'est très intéressant parce que j'ai essayé de faire ça, de parler avec les bad guys, les méchants, mais ça n'a jamais passé. Je n'ai pas réussi. Par exemple, j'ai essayé cette fois-là parce que j'ai une collègue, copine, une amie qui travaille sur la jeunesse Hezbollahi. Donc, c'est les méchants, quoi. C'est ceux qui vont battre pendant les démonstrations, les protesteurs, quoi. Elle est super bien parce qu'elle est vraiment, elle est très talentueuse. Elle est une femme, elle est irano-américaine. Elle a passé un an à travailler sur ça, donc elle a eu vraiment accès à les institutions culturelles, disons, culture Hezbollahi, disons, l'apparat idéologique, disons, du régime. Donc, je lui ai demandé de me mettre en contact avec quelqu'un de ses contacts dans le cercle Hezbollahi. Et donc, en plus, c'était quelqu'un de bien, en plus, il parlait anglais, en plus, je lui avais déjà envoyé des livres, parce que, bien sûr, je cherche de cultiver mes contacts, de plaisir à tout le monde, ça ne devrait pas dire, mais bon. Mais finalement, je ne peux pas le rencontrer. Je suis arrivée pas à le rencontrer parce qu'il n'était pas là, parce qu'il n'avait pas le temps, parce qu'il ne répondait pas à mes emails ou mes appels. Donc finalement, ça n'a pas passé. Mais c'est une stratégie, je trouve, c'est une stratégie très importante. Malheureusement, je pense que pour les conditions du terrain, c'est une stratégie que des fois c'est très difficile de mettre en action. Il y a beaucoup il y a très peu de confiance. Disons, les Iraniens en général, et en particulier ce qu'on peut appeler les agents du régime, c'est-à-dire les différentes très fragmentées institutions que, dans quelque manière, font partie du régime, ils ont très peu de confiance en moi. Je suis une femme, je suis occidentale,
ils ne savent pas si je suis mariée, qu'est-ce que je fais, c'est qui que je fréquente en Iran. Vous savez, c'est important ça, la façon dans laquelle je vis ma vie privée, entre guillemets, en Iran, ça a une importance. Parce que je suis contrôlée tout le temps, donc ils savent ce que je fais. Et en effet, on l'a écrit dans le chapitre pour Francesco, il y a toute une politique qui se déroule autour de, par exemple, des affaires amoureuses que les chercheuses et les chercheuses étrangers ont en Iran. Et ça c'est pas important qu'ils sont vraiment des affaires, c'est-à-dire qu'il y a de l'amour ou de relations, disons, sexuelles qui vraiment ont lieu, mais c'est une politique autour de ça. C'est pas important que ça passe vraiment, mais c'est important pour la décision du régime au niveau de comment se rapporter à toi. Excusez-moi, j'ai complètement... Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est une bonne stratégie, mais malheureusement, des fois, c'est pas possible de la mettre en action parce que tout simplement, il n'y a pas les conditions structurelles. Les gens ne vont pas te parler, ils ne font pas de confiance en toi. Je pense aussi que le nationalisme, c'est très important comme ça. Disons, l'idée de quand même un peu sauver, de protéger l'intérêt national contre disons, ces gens bizarres qui viennent de l'Occident, ça a un rôle. Les gens sont pas tout le monde bien sûr, mais il y a des gens qui sont motivés par ça aussi. J'ai répondu. Merci. Oui. Merci pour votre exposé, c'était vraiment très intéressant. J'aurais une mini-question, vraiment savoir, la doctorante ou le doctorant dont vous parliez, qui s'était fait, avec ça m'a fini en 2016, c'était là, si son sujet était particulièrement sensible, ça ne savais pas le tenir. Dans un deuxième temps, ma question porte sur le montant d'argent que vous octroyez à certains aux gens avec qui vous vous entretenez. En fait, je vous avoue, ça me surprend. Je me demande, en fait, ça ne vient pas un peu renforcer le stéréotype de l'occidental chercheur qui a de l'argent et qui, justement, qui est en mesure de... C'est pas pour des objectifs de recherche. Bon, on dirait que de venir ajouter une dimension monétaire là-dedans, ça vient pas un peu brouiller les objectifs ou ça instaure pas un peu une relation d'espion informateur qui, justement, espion qui paye bien ses informateurs, puis après qui on paye, celui qui a fait le contact, en fait, c'est celui qui a fait le plus gros du travail aussi. J'ai comme oublié ça me bug un peu, c'est la première fois que j'entends ça, puis en fait, je me dis peut-être que je connais pas bien les conditions du terrain, peut-être que c'est extrêmement difficile de transposer d'un cas à l'autre. Puis aussi, ça peut pas être bizarre de payer un fonctionnaire quand c'est un fonctionnaire à la personne avec qui on s'entretient, puis ça n'amène pas le risque de se faire raconter n'importe quoi si les gens savent que vous payez. Donc, puis, avez-vous changé votre pratique? C'est quelque chose que vous vous êtes rendu compte que c'était mieux de faire ou justement par rapport à ça? Oui, merci pour la question. Alors, par rapport à la première question, le sujet de la recherche, c'était sensible parce que c'était l'identité chiite dans le Golfe, donc ce jour-là, c'est quelque chose de sensible. C'est pas incroyablement sensible, mais quand même c'est sensible. Mais je crois que, bien sûr, le sujet de recherche est important, c'est un facteur. Bien sûr, si tu recherches, je ne sais pas, l'archéologie, c'est bien sûr moins sensible. Mais je pense que même si elle faisait des recherches sur, disons, le premier Majlis après la révolution constitutionnelle, machin, je pense que ce qu'elle a vraiment mal joué, c'était qu'elle est arrivée et elle a parlé avec n'importe qui. Et elle a fait confiance à n'importe qui. Et elle ne s'est pas posé la question de pourquoi ces gens veulent parler avec moi, c'est qui ces gens. Donc c'était la première fois qu'elle partait pour la recherche de terrain. Donc
ça c'est disons, une erreur que j'ai faite moi-même aussi la première fois que je suis partie, parce que tu arrives, tu es complètement enthousiastique, tu aimes tout le monde, tu peux parler avec tout, tu veux découvrir tout, donc il y a cette sorte de je sais pas, c'est même, c'est pas une angoisse, mais c'est une volonté de... donc je pense que c'était ça, c'était plutôt ça, même si c'est vrai le sujet. La question sur l'argent, c'est très important, merci pour l'avoir posée. Donc, oui et non. C'est-à-dire que, oui, je pense que l'argent, c'est juste en moyenne. Je pense que c'est juste en moyenne. Et c'est pas que j'arrive dans le terrain, je fais comme ça. Donc, ça m'a passé d'aider des gens avec de l'argent. En Iran, ça m'a passé, mais c'était seulement pour, par exemple, la personne avec qui je travaille. Donc, j'ai contacté une personne et j'ai dit, je cherche ça parce que j'ai besoin de ça, c'est un travail. C'est-à-dire que entre la date machin jusqu'à la date machin, on doit travailler ensemble. C'est-à-dire que peut-être on va passer toute la journée ensemble, j'ai besoin de ça. Donc, c'est un travail. Ok, ça c'est l'Iran. Et c'est vrai qu'en Iran, c'est quand même plus sensible parce que la question c'est délicate, parce que, comme je disais avant, ils vont prendre de l'argent de toi, donc ça veut, toi, tu es cette sorte d'espion qui veut arriver en Iran pour voler les secrets, je ne sais pas quels secrets de l'Iran et tout ça. Donc, bien sûr, c'est dangereux, quoi. Mais je pense aussi qu'il faut, c'est bien de se poser la question. Il faut toujours se poser la première chose, c'est la sécurité des gens avec qui tu travailles. Mais il ne faut pas enlever leur agency. Ils sont bien capables de prendre une décision pour eux-mêmes. Donc, s'ils décident qu'ils veulent travailler avec toi et ils vont prendre cet argent de toi, ça va. Je t'ai donné toutes les informations pour dire oui, pour dire non. Après, on est des adultes. Sinon, c'est un peu comme, ok, non, tu sais pas trop, c'est moi qui sais mieux si assez sûr, assez, disons, safe, sûr pour toi ou pas. C'est pas mon rôle, quoi. Au niveau d'aider les gens, ça m'a passé beaucoup plus en Turquie et en Italie. Ça m'a passé beaucoup de fois en Turquie et en Italie. Donc la situation, c'était complètement différente. Par exemple, je fais des exemples. Donc, il y avait par exemple cette amie, parce qu'à la fin, on est devenus amis. Elle était quelqu'un que j'ai rencontré parce qu'elle connaissait quelqu'un que je connaissais, blablabla, que je connaissais. Donc, on s'est rencontrés. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'elle était demandeuse d'asile. Donc la situation des demandeuses en asile en Turquie, peut-être maintenant c'est un peu changé parce que la loi, si je ne me trompe pas, je crois changer un peu, mais ailleurs, c'est-à-dire entre 2011 et 2014, c'était vraiment, les pauvres, ils n'avaient rien à faire toute la journée parce qu'ils ne peuvent pas travailler, c'était vraiment une situation aussi très très déprimante, c'était assez dur. Psychologiquement aussi, mais bien sûr aussi économiquement, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent rien faire. Donc il y a, vous savez, les bus de l'Iran vont jusqu'à la Turquie, qui sont pleins de familières, des gens qui cherchent asile en Turquie, qui partent pour emporter des choses à leurs sœurs, frères, filles, fils. Donc ce qui s'est passé, c'est que je la rencontre et on commence à travailler ensemble. Donc, on commence à travailler ensemble. Donc, au bout d'un moment, quand on faisait déjà quelques jours qu'on travaillait ensemble, je lui dis, écoute, tu es en train de travailler pour moi, alors pourquoi on ne fait pas comme ça? Tu as besoin de l'argent, moi j'ai des fonds pour faire ça. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre, et on a continué ça, c'est-à-dire qu'on a continué à travailler ensemble pendant des années. Maintenant, elle est réfugiée en Allemagne, donc... un autre exemple, c'est complètement différent, c'est-à-dire que c'était une famille kurde, iranienne kurde.
ils ont une histoire très difficile parce que c'est une histoire de... le mari avait été en prison pendant plusieurs années. Il avait vu sa fille seulement une fois parce qu'il avait été emprisonné juste après le mariage. Donc et la femme aussi a été pas emprisonnée parce que c'était pas les prisons étatiques, c'était des autres centres de détention, mais elle avait été emprisonnée pendant longtemps aussi avec la petite fille. Donc et on est devenus amis, c'est-à-dire qu'on a commencé j'allais à dîner chez eux et on se baladait ensemble, des choses comme ça, on faisait du shopping ensemble, ces choses comme ça. Et là, on ne travaillait pas ensemble, c'est-à-dire que c'était pas forcément une question de travail. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai eu des entretiens avec eux, c'est pour ça que je les ai rencontrés. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Donc, bien sûr, ma compréhension de mon projet de recherche. Mon projet de recherche a été enrichi par le temps que j'ai passé avec eux pour les choses que j'ai vues, les dynamiques que j'ai pu voir. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient besoin c'était pour nous, c'était vraiment peu, c'était 200 €, donc c'était pas vraiment beaucoup de gens, pour louer une pièce pour commencer un petit laboratoire de sewage, voilà. Donc finalement, donc je pense que c'est très subjectif, c'est-à-dire que c'est quelque chose que il n'y a pas le travail et tout le reste. Ça n'existe pas. Il y a toujours cet espace d'ambiguïté. Ils sont toujours là. Mais je pense que c'est aussi beaucoup lié au genre de relation que tu as avec les gens. Il n'y a pas, vous savez, une loi qui peut prendre tous les différents cas que tu peux rencontrer. Mais bien sûr, je suis très consciente de ce que vous avez dit en termes de ne pas répliquer le stéréotype de la chercheuse occidentale blanche qui arrive et dépense de l'argent. Et vous avez complètement raison à dire que ça peut commencer des dynamiques complètement inutiles et même dangereuses pour nous. C'est-à-dire que les gens veulent te parler parce qu'ils savent que... Donc, c'était pas ce que je fais, bien sûr, mais c'était même pas ce que je voulais dire. Mais je crois qu'il n'y a rien de mal dans ces conditions. Je ne me sens pas que... j'ai beaucoup parlé de ça avec des collègues, parce que, bien sûr, c'est quelque chose... c'est quelque chose que moi aussi, je me fais beaucoup de questions sur ça. Et finalement, tout le monde m'a un peu rassurée. mais je pense que ça dépend vraiment des types de... Merci. Olivia. Merci beaucoup pour la présentation qui démontrait une grande réflexivité par rapport à ton rôle comme chercheur et puis par rapport à ta relation avec les participants de recherche et puis sur le contexte aussi. J'apprécie beaucoup les constats que tu as faits portant comment l'enquête sur le terrain pourrait nous aider à questionner, même contester des postulats qui sont au cœur de certains sous-disciplines, n'est-ce pas? Puis je me demande s'il existe d'autres méthodologies qui sont propices à remarquer l'invalidité des genres de ces genres de postulats. Ou ça peut être juste à travers une enquête de terrain. Oui, ça c'est... Merci pour la question. Tout à fait, c'est quelque chose... ça m'a toujours très frappé très fort ces sortes de mythes qu'on répète tout le temps. Et dans le cas de l'Iran, mais je suis sûre c'est pareil pour beaucoup de pays, surtout pour ces pays qui sont un peu bizarres, loin. Il y a cette remarque qui sont faites comme ce sont des vérités granitiques et ce sont complètement basées sur le nul. Donc, ça m'a toujours frappé très fort. Je ne sais pas s'il y a des autres méthodologies. Je pense à ce qu'on appelle en italien, ça serait
co-ricerca, c'est-à-dire la co-recherche, recherche avec co-recherche, c'est-à-dire c'est en effet c'est une méthodologie pas ancienne, mais ça a été développé il y a 30-40 ans en Italie, et ça a été fait pour faire des enquêtes dans les industries de ma ville, par exemple. Donc, dans les industries en Italie, dans les villes italiennes où il y avait cette explosion industrielle, ce développement et tout ça. Et ça commençait avec l'identification de ce qu'on appelle la demande de la recherche et la méthodologie, en groupe avec ceux qui vont après participer dans la recherche. Et ça, c'est un peu ce que je cherche à faire. C'est au début de ma... Enfin, aussi pour le type d'éducation que j'ai eue dans mon école de doctorat, j'ai toujours appris qu'il y a le chercheur et c'est pareil, quelque part, avec quelques rôles, mais tout à fait c'est un rôle marginal, il y a ceux qui t'aident à faire la recherche. Donc ça a été vraiment un processus que j'ai vu en faisant cette recherche, que c'est pas tout à fait comme ça. Et ça marche pas, quoi. Ça marche vraiment pas. Donc si je pense à des méthodologies, disons, alternatives quand même pas si mainstream, encore, je pense à ces méthodologies-là. Mais en effet, je crois que aussi faire, et ça c'est mon expérience en Iran, faire de la recherche dans un endroit où il y a des conditions structurelles qui sont très limitées, mais aussi qui changent tout le temps. Parce que ça, c'est l'autre. Il y a un dynamisme, c'est un terrain très dynamique quand même. Parce que tu arrives en Iran un an, un X, et c'est possible de rien faire. Tu vas l'année suivante, c'est possible de tout faire. Il y a 2 années, donc il y a un dynamisme. Je crois que précisément pour cette dynamisme et limitation qui sont là en même temps, c'est bien, bien sûr, il faut avoir une méthodologie, bien sûr, il faut l'avoir, mais je crois qu'il faut aussi être très prêt tout le temps à changer et à trouver des solutions parce que vous pouvez être... ils peuvent vous laisser faire des choses au mois de mai et au mois de juillet, c'est tout changé et donc il faut complètement repenser et réélaborer toutes les choses. Merci. Au niveau de... t'as jamais dû changer ta recherche, mais pas à cause des sources que tu ne trouvais pas, mais à cause de problèmes éthiques, par exemple, avec... que t'as dû arrêter parce que sinon tu crées des problèmes aux gens avec qui tu travaillais. Oui, ça m'a passé. Je n'ai pas dû arrêter du tout, mais j'ai laissé tomber pendant longtemps. Non, c'était... Alors, je laissais tomber, c'était pas pendant longtemps, c'est-à-dire que ça, que maintenant je vais raconter, ça a passé en 2008, à la fin 2008. Début 2009, je suis rentrée, donc ça a passé fin 2008, j'ai laissé tomber, et ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils ne m'ont plus donné le visa. Okay? Donc, j'ai continué à travailler sur ça, mais avec les activistes qui étaient en Turquie et en Italie. Donc, c'était... Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé sur le mouvement étudiant en Iran. En particulier, j'ai travaillé sur une certaine organisation qui, bon, disons, c'est la plus importante, une des plus importantes dans le pays. Alors, il y avait ce mec qui travaillait avec moi. Enfin, il ne travaillait pas avec moi dans cette façon, disons, structurée. C'était quelqu'un qui m'aidait, qui m'a aidé beaucoup. Et il a été vraiment crucial pour moi, central pour moi, c'est-à-dire qu'il m'a vraiment expliqué beaucoup de choses, il m'a aidé à faire un réseau et tout ça. Bon, un jour, quelqu'un m'appelle sur mon téléphone et bon, il n'y avait pas de numéro, je réponds. Et il y a cette personne, un homme de l'autre côté du téléphone qui me dit
de une façon très bizarre. Ah, c'est moi, tu me reconnais pas. Je dis non, c'est qui? Et finalement, il me dit que c'était lui. C'était lui qu'il m'appelle parce qu'il a été arrêté et emprisonné. Il avait été abusé, drogué. Il venait de sortir de cette prison. Il l'avait ramené à terrain et il voulait me voir. Donc, ma réaction a été non, je ne sais pas qui tu es et je ne veux pas te voir. Okay? Et j'ai raccroché. Et bien sûr, c'était un choc, quoi, parce que tout d'abord, je n'étais pas sûre que c'était lui. Si c'était lui, c'était un choc encore plus grand parce qu'il était emprisonné, c'est choquant. Et en troisième lieu, c'était un choc parce que ça veut dire qu'il savait s'il était lui, il m'avait appelé, ou plus probablement il avait imposé de m'appeler parce qu'il voulait la confirmer qu'il était en contact avec une espionne occidentale. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas, qu'est-ce que c'est, au revoir, adieu. J'ai raccroché parce que j'avais peur de ça. Donc ce qui s'est passé après, c'est que bien sûr j'ai plus eu de contact avec lui. Ça s'est passé pendant des mois, donc on n'a plus été en contact pendant des mois. Et après un an et demi, il m'avait écrit un message sur Gmail Conversation, chat Gmail, en me disant « Ça va, Paula, je suis bien, tu sais, je me suis mariée, tout s'est bien passé. » Donc, en me donnant des informations, il me dit « Ah, je suis contente, ça va. » Et il me dit « Ah, je voulais te remercier, ça me fait plaisir de te parler, je voulais te remercier pour m'avoir pas cherché. Au revoir. » Donc, tu sais, ça passe. C'est pas et ça, il y a des implications éthiques énormes. Parce que finalement, tu sais, tu te sens que tu vas partir en mettant toi-même et des autres gens en danger. Pourquoi? Pour publier des articles académiques. Mais s'il te plaît, tu sais. Mais donc, est-ce que après que le mec il t'a appelé, t'as pas pensé d'appeler oui, non, tu t'as laissé tomber comme non, j'ai rien fait. Franchement, je suis allée dans ma chambre et c'est comme ça pendant 2 heures. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Non, j'ai tout laissé tomber. Le point, c'est que les sujets qui sont vulnérables, ce mot c'est un peu problématique, mais c'est des gens tout à fait conscients, okay, qui se misent de leur propre volonté dans une situation qui est une situation vulnérable, parce que tu es un activiste en Iran. Donc, il faut trouver la juste voie, la juste moyenne entre être responsable pour eux, mais aussi pas, comme je disais avant, annuler leur agency, parce qu'ils ont agency, ils sont capables, ils sont des adultes, c'est pas ils sont des... eux, ils sont vulnérables si tu es là, si tu n'es pas là. Ça ne va pas changer, tu sais. En particulier, je suis en train... Cette personne-là, c'est une personne qui... c'est un activiste que tout le monde connaissait. Quand je travaillais avec les activistes en Turquie et en Italie, par exemple, tout le monde le connaissait parce qu'ils étaient, surtout dans 2007, 2008, 2009, il était vraiment, disons, un gatekeeper. Il était vraiment, si on regarde les différents réseaux entre les crews étudiantines et tout ça, ils étaient vraiment dans une position très centrale pour beaucoup de ces crews. Donc tout le monde le connaissait. Donc il était, tu sais, il était bien sûr contrôlé, il était bien sûr... donc ça se passe si tu es là, si tu n'es pas là. Okay? Ça c'est la première chose. Bien sûr, le fait que tu es là, c'est un facteur en plus. C'est quelque chose qui va aggraver la situation. Il faut, je pense que c'est très important de se disengage, c'est-à-dire de se enlever
il faut être capable de rentrer dans le terrain et dans le travail de terrain, mais il faut être capable aussi de se dégager. Et ça, c'est très important. Parce que des fois, tu dois tout simplement partir, tu dois tout simplement disparaître. Je pense qu'on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup, Paola.